Partez immédiatement. Je suis resté pétrifié. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai observé de loin. 5 minutes plus tard. Quand j'ai reçu le message ce jeudi soir-là, mon cœur s'est arrêté une seconde. C'était Émilie, ma fille, après plus d'1 an de silence absolu. Maman, on peut dîner ensemble mardi? Tu me manques. J'ai lu et relu ces mots, les mains tremblantes, incapable d'y croire. Comment un simple texto pouvait-il illuminer toute l'obscurité qui s'était installée dans ma vie depuis qu'elle avait décidé que je ne méritais plus son amour? Mais quand je suis arrivé chez elle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 58 ans, et il y a exactement 1 an, ma fille unique a décidé de me rayer de sa vie. Il n'y a pas eu de grande dispute, pas de moment précis que je puisse désigner comme le début de la fin. C'était un éloignement progressif et silencieux, jusqu'au jour où les appels sont restés sans réponse et les textos non lus. La douleur de perdre un enfant qui est toujours en vie est quelque chose que je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si une partie de vous continuait de respirer et de sourire ailleurs, mais ne vous reconnaissait plus. J'ai passé des nuits à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, à chercher dans mes souvenirs le moment exact où j'avais perdu son affection. Était-ce après l'entrée de son mari, Julien, dans nos vies? Était-ce quand j'ai remis en question certaines de leurs décisions financières? Ou peut-être était-ce ce brunch du dimanche à Chicago où j'ai mentionné que je la trouvais trop amaigrie, qu'elle avait l'air malade, et que Julien a répondu à sa place que je devrais m'occuper de ma propre santé. Maintenant, avec ce message illuminant l'écran de mon téléphone, je me sentais comme quelqu'un de perdu dans le désert qui apercevait soudain de l'eau. Désespéré, assoiffé, ne me demandant pas si cela pouvait être un mirage. Les jours jusqu'à mardi se sont éternisés comme jamais auparavant. J'ai changé de tenue 5 fois avant de partir. J'ai mis la robe verte qu'elle m'avait offerte pour le dernier anniversaire où nous étions encore proches. Je me suis maquillé, essayant de cacher les marques que la solitude avait laissées sur mon visage. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'au quartier résidentiel sécurisé où ils vivaient, la maison que je les avais aidés à acheter quand j'étais encore la bienvenue. Je me suis garé devant le portail à 19h45, 15 minutes avant l'heure convenue. Je ne voulais pas être en retard et lui donner une raison de regretter son invitation. Le jardin de devant était différent, plus sobre, avec moins de fleurs. Je me souvenais du jour où nous avions planté ensemble les hortensias bleues, qui avaient maintenant disparu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai arrangé mes cheveux dans le rétroviseur et j'ai ouvert la portière. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que je marchais vers la porte, j'ai vu Maria, la femme de ménage qui travaillait pour Émilie depuis des années, courir dans ma direction. Son visage était crispé par une expression mêlant peur et urgence. Elle a regardé plusieurs fois derrière elle comme pour vérifier qu'on ne l'observait pas avant de s'approcher de ma voiture. « Madame Elisabeth » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « N'entrez pas. S'il vous plaît, partez le plus vite possible. » J'étais pétrifié, ne comprenant pas, que se passe-t-il, Maria? Est-ce qu'Émilie va bien? Il ne s'agit pas d'elle, répondit Maria, les yeux écarquillés. Il s'agit de vous. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Ce n'est pas sûr. Avant que je puisse poser d'autres questions, elle a de nouveau jeté un coup d'œil vers la maison et a reculé. Je dois rentrer avant qu'il ne s'en aperçoive. Allez-y, Madame Elisabeth. Partez. Et sur ce, elle est retournée en courant vers la maison, me laissant figé sur le trottoir, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Que se passait-il? Pourquoi Maria semblait-elle si terrifiée? Et pourquoi ma fille, qui ne m'avait pas parlé depuis plus d'1 an, m'avait-elle soudainement invité à dîner? Je suis retourné à la voiture comme en transe. Mes jambes bougeaient automatiquement tandis que mon esprit essayait de traiter l'avertissement. Je me suis assise, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. Mais je ne suis pas parti. Quelque chose en moi, peut-être le même instinct qui m'avait aidé à survivre à un mariage abusif pendant 15 ans avant que je trouve enfin le courage de divorcer, me disait de rester et d'observer. Depuis le siège conducteur, j'avais une vue directe sur la salle à manger à travers les fenêtres. Les rideaux étaient ouverts comme s'ils s'attendaient à ce que je regarde. Pendant quelques minutes, la maison est restée silencieuse. Les lumières étaient tamisées, comme si personne n'était à la maison. Et puis, soudain,
Tout s'est éclairé. Une par une, les lumières se sont allumées comme si quelqu'un avait attendu que je parte pour continuer ses plans. 2 personnes que je n'avais jamais vues sont apparues dans la salle à manger. Un homme en costume sombre et une femme tenant un dossier. Après eux, Julien est entré, parlant au téléphone, gesticulant comme s'il donnait des instructions importantes. Et enfin, Émilie est apparue, habillée de façon formelle avec une expression sérieuse que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était clairement pas un dîner mère-fille. C'était une réunion soigneusement planifiée. Pendant que j'observais, Maria est apparue brièvement à la fenêtre. Nos regards se sont croisés une seconde, et elle a fait un subtil signe de tête négatif. Ce petit geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pars. Mais je ne pouvais pas. Je devais comprendre ce qui se passait. J'ai éteint les phares de la voiture et j'ai continué à observer. Julien s'est approché de la table, a pris des papiers et les a tendus à Émilie. Elle les a regardés, a signé quelque chose et a souri. Un sourire froid que je ne reconnaissais pas comme étant celui de ma fille. À ce moment-là, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude ou de la confusion. C'était de la peur, une peur primitive et viscérale qui me disait que cette maison où j'avais été heureuse avec ma fille représentait maintenant une sorte de danger. Et le plus douloureux, c'est que ma propre fille semblait être au centre de tout cela. 15 minutes se sont écoulées alors que j'étais assise, paralysée, à regarder cette scène étrange se dérouler. Julien a quitté la pièce et est revenu avec d'autres papiers. Émilie a vérifié quelque chose sur l'écran d'une tablette. Les 2 étrangers étaient toujours là, se parlant. Cela ressemblait à une réunion d'affaires, pas à un dîner de famille. Et puis Julien a regardé sa montre, puis la fenêtre, directement vers ma voiture. Je me suis instinctivement baissé, le cœur battant la chamade. Quand j'ai relevé les yeux, les rideaux étaient fermés. La maison qui fut autrefois l'endroit où je berçais ma fille pour l'endormir s'était transformée en un mystère menaçant sous mes yeux. J'ai démarré la voiture et je suis parti, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Je me suis garé dans une station-service à quelques kilomètres de là, en périphérie de Denver, et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Quel genre de piège était-ce? Pourquoi Émilie m'appellerait-elle pour un dîner qui n'existait manifestement pas? Et surtout, que savait Maria qui la rendait si effrayée? J'ai sorti mon téléphone et j'ai relu le message d'Émilie. Les mots semblaient différents maintenant, juste nous deux. Peut-être que ce n'était pas une invitation à renouer, mais à quelque chose de bien plus sombre. La femme que j'avais élevée, que j'aimais inconditionnellement, complotait-elle quelque chose contre moi? L'idée était si douloureuse que des larmes ont commencé à couler sur mon visage avant même que je ne m'en rende compte. Je suis allé aux toilettes de la station-service pour me laver le visage. Dans le miroir, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine. Des cheveux grisonnants, des cernes profonds, un regard effrayé. Était-ce moi maintenant? Est-ce en cela que la douleur de perdre ma fille m'avait transformé? Je me suis appuyé sur le lavabo et j'ai pris une profonde inspiration. Je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais découvrir ce qui se passait. De retour dans la voiture, j'ai réalisé que j'avais un appel manqué. C'était d'un numéro inconnu. Quelques secondes plus tard, le téléphone a vibré avec un message. Madame Elisabeth, c'est moi, Maria. Nous devons nous parler demain à midi au café du terminal de bus principal. C'est important. Ne le dites à personne. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Émilie signant ses papiers. Julien regardant sa montre. Le regard de terreur dans les yeux de Maria. Que planifiait-il? Et pourquoi ma propre fille serait-elle impliquée dans quelque chose contre moi? Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais toujours éveillé, assise sur le balcon de mon petit appartement, regardant la ville d'Austin s'éveiller. Les gens dans les rues semblaient si normaux, si inconscients du tumulte qui se déroulait dans ma vie. Qu'est-ce que ce serait de se réveiller sans le poids de savoir que la personne que vous aimez le plus au monde pourrait vouloir vous faire du mal? Alors que l'horloge approchait de midi, une détermination grandissait en moi. J'irai à ce rendez-vous avec Maria et je découvrirai la vérité, aussi douloureuse soit-elle, car l'incertitude, réalisais-je, était encore plus insupportable que n'importe quelle vérité. La gare routière était bondée comme toujours. Des gens se précipitant pour attraper leur bus. Des familles se disant au revoir. Des adolescents avec d'énormes sacs à dos attendant leur transport.
Je me sentais déplacé là. Une femme d'âge moyen, seule, cherchant des réponses à des questions que je ne savais même pas comment formuler. Le café se trouvait dans un coin reculé, un petit endroit avec des tables en formica et des chaises en plastique. J'ai choisi une table d'où je pouvais voir l'entrée et j'ai commandé un café que je savais que je ne pourrais pas boire. Mon estomac était noué. À 12h10, Maria est entrée. Elle était habillée simplement, une veste sombre et une écharpe couvrant partiellement son visage. Ses yeux parcouraient nerveusement les lieux, scrutant chaque recoin avant de se diriger vers ma table. « Madame Elisabeth » a-t-elle chuchoté en s'asseyant rapidement. « Merci d'être venue, Maria. Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce qui se passe, ai-je plaidé, tenant ses mains tremblantes sur la table. Pourquoi m'avez-vous empêché d'entrer hier? Qu'est-ce qu'Émilie prépare? Elle a regardé autour d'elle comme si elle avait peur d'être observée et a baissé encore plus la voix. Ce n'est pas seulement Émilie, Madame Elisabeth. C'est Julien. Il contrôle tout. Un frisson m'a parcouru l'échine. Depuis le début, je n'avais jamais entièrement fait confiance à Julien. Il y avait quelque chose en lui, une froideur calculatrice derrière son sourire charmant. Mais Émilie était si amoureuse qu'elle n'a jamais voulu entendre mes inquiétudes. Il contrôle comment, ai-je demandé. Maria a pris une profonde inspiration. Depuis des mois, je vois des choses étranges se passer dans cette maison. Monsieur Julien, il isole Émilie. D'abord, ce furent ses amis, puis sa famille. Vous avez été la dernière à être écartée. Mais c'est Émilie qui a cessé de me parler, ai-je argumenté, confuse. Non, Madame Elisabeth, c'est lui qui l'a convaincue que vous essayiez de contrôler sa vie, que vous ne respectiez pas ses choix. Il déforme tout. Il fait croire à Émilie que tout le monde est contre elle. Que seul lui la protège. Maria a fait une pause, les yeux humides. Elle perd du poids parce qu'il contrôle même ce qu'elle mange. Il dit qu'elle doit rester en forme, que personne n'aime les femmes grosses. J'ai eu la nausée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'éloignement progressif, les changements de comportement d'Émilie, la façon dont elle commençait à répéter des phrases qui semblaient apprises par cœur. Et le dîner d'hier. Pourquoi m'inviter? Maria a baissé la voix encore plus. J'ai entendu une conversation entre eux. Monsieur Julien a dit qu'ils avaient besoin de votre signature sur certains documents. Quelque chose à propos de la maison que vous avez aidé à acheter et de certaines actions que le père d'Émilie lui a laissées. Des choses sur lesquelles vous avez encore un certain contrôle. L'appartement que j'avais aidé Émilie à financer lors de son mariage était encore partiellement à mon nom. Et les actions que mon ex-mari, le père d'Émilie, avait laissées à sa mort. J'en étais l'administratrice jusqu'à ses 35 ans, ce qui serait dans quelques mois à peine. Allait-il me faire signer des papiers pour tout leur transférer? Pas seulement ça, hésita Maria, les yeux fixés sur les miens. J'ai entendu Monsieur Julien parler à un homme au téléphone. Il a dit, après mardi, tout sera à nous, et personne ne le remettra en question. La vieille ne sera plus un obstacle. Mon sang se glaça. La vieille. C'est ainsi que Julien parlait de moi quand il pensait que personne n'écoutait? L'idée que mon gendre et ma propre fille conspiraient pour prendre mes biens était dévastatrice. Mais il y avait autre chose dans les mots de Maria. Quelque chose qu'elle ne disait pas, il y a plus, n'est-ce pas, Maria? Elle a hoché lentement la tête, une larme coulant sur son visage. Madame Elisabeth, je pense qu'il voulait vous faire du mal. J'ai entendu Julien parler d'un accident. Qu'il serait facile de faire croire que vous avez glissé dans les escaliers après avoir bu du vin au dîner. Le café a commencé à tourner autour de moi. Ma propre fille envisageant ma mort. Non, ce n'était pas possible. C'était trop insensé. Émilie n'accepterait jamais ça, dis-je, plus pour moi-même que pour Maria. Émilie n'est plus la même, Madame Elisabeth. Il la manipule. Elle fait tout ce qu'il dit. C'est comme si elle était hypnotisée. Je suis resté assise en silence, essayant de tout assimiler. Une partie de moi voulait le nier, dire que c'était impossible. Mais une autre partie savait que Maria n'avait aucune raison d'inventer quelque chose d'aussi horrible. Pourquoi me dites-vous cela, Maria? Pourquoi vous mettre en danger comme ça? Son regard croisa le mien, rempli de détermination. Parce qu'Émilie était une bonne fille avant lui. Je l'ai vue grandir. Vous vous souvenez?
Je travaillais pour vous depuis qu'elle avait 12 ans. Sa voix se brisa. Et parce que ma sœur est morte aux mains d'un homme comme Monsieur Julien. Un homme qui contrôlait tout, qui l'isolait de tout le monde, qui lui faisait croire que le monde était un endroit terrible et que seul lui pouvait la protéger. J'ai senti une boule dans ma gorge. Maria risquait son emploi, peut-être même sa sécurité, pour m'avertir. Avez-vous des preuves de quoi que ce soit? Quelque chose qui puisse nous aider? Elle a hoché la tête et a sorti un petit enregistreur de son sac à main. J'ai enregistré certaines conversations et pris des photos de documents que j'ai trouvés dans son bureau. Il prépare tout pour après mardi. Testament, transfert, tout. J'ai pris l'enregistreur avec des mains tremblantes. Maria, réalisez-vous que c'est criminel. Nous devons aller à la police. Non, s'est-elle exclamée, effrayée. Pas encore. Julien a des amis dans la police. Ils se vantent toujours de la facilité avec laquelle on peut faire disparaître les choses quand on connaît les bonnes personnes. Alors, que faisons-nous? Maria se pencha en avant. D'abord, vous devez vous protéger. Vous ne pouvez pas retourner à votre appartement. Ils savent où vous habitez. Ils connaissent votre routine. Il faut que vous restiez quelque part en sécurité pendant que nous en découvrons plus. Et Émilie, nous ne pouvons pas la laisser avec lui. Je la surveillerai, Madame Elisabeth, s'il essaie quoi que ce soit. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Pour l'instant, l'important est de vous garder en sécurité. J'ai regardé par la fenêtre du café les gens qui passaient, inconscient de la terreur que je vivais. Comment pouvais-je simplement disparaître? Abandonner ma vie, ma maison, mon travail dans la petite librairie que je gérais à Boulder. Et comment pouvais-je laisser Émilie derrière moi, même si elle était impliquée dans quelque chose d'aussi terrible contre moi? J'ai une cousine qui vit à la campagne, a dit Maria. Près de Santa Fe. Nous pouvons dire que vous êtes allé lui rendre visite. Personne ne vous cherchera là-bas. L'idée de fuir, de me cacher, était presque aussi terrifiante que les révélations que je venais d'entendre. Et si j'essayais de parler à Émilie seule, sans Julien? Peut-être qu'elle. Madame Elisabeth, interrompit Maria, la voix ferme. Vous ne comprenez pas. Elle ne vous choisira pas. Pas maintenant. Il a un contrôle total sur elle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. La vérité que je ne voulais pas affronter. J'avais déjà perdu ma fille. Pas quand elle a cessé de me parler il y a un an, mais bien avant, quand cet homme est entré dans nos vies et a commencé à tisser sa toile de manipulation. J'irai chez votre cousine, ai-je finalement décidé. Mais pas pour me cacher. Pour réfléchir, pour planifier comment nous allons sauver Émilie. Maria a hoché la tête, visiblement soulagée. C'est ce qu'il y a de mieux, Madame Elisabeth. Je surveillerai ici et je vous tiendrai informé. Nous allons sortir Émilie de là. Quand nous avons quitté le café, le monde semblait différent, plus menaçant. Le soleil de midi ne semblait plus chaud, et les visages des gens autour de moi ressemblaient à des masques cachant des intentions inconnues. J'étais sur le point de laisser derrière moi tout ce que je connaissais. Fuyant un danger qui venait de la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai regardé Maria une dernière fois avant que nous nous séparions. Prenez soin de vous éveiller sur ma fille. Toujours, Madame Elisabeth. Je me suis dirigé vers ma voiture, sentant le poids de l'enregistreur dans la poche de ma veste. Ce petit objet contenait la vérité qui pourrait détruire ma famille pour toujours. Mais il pourrait aussi être la clé pour sauver ma fille d'un monstre qui la consumait de l'intérieur. La maison de la cousine de Maria se trouvait dans une petite ville à environ 3 heures de la ville, près de Santa Fe. C'était un endroit simple avec des routes en terre et des gens qui laissaient encore leurs portes déverrouillées la nuit. Béatrice, une femme d'environ 70 ans, m'a accueilli comme si nous étions de vieilles amies, posant peu de questions lorsque Maria a vaguement expliqué que j'avais besoin d'un endroit où rester quelques semaines. Tout ami de Maria est mon ami. A-t-elle dit, me montrant la chambre du fond de la maison avec un lit en fer et des rideaux à fleurs qui me rappelaient la maison de ma grand-mère. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Cette première nuit, assise sur le porche sous un ciel étoilé qu'on ne voyait jamais en ville, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai écouté les enregistrements que Maria m'avait donnés et examiné les photographies des documents. Chaque preuve était plus troublante que la précédente.
Julien avait méticuleusement créé un stratagème pour prendre le contrôle non seulement des actions qui appartenaient à Émilie, mais aussi des propriétés qui étaient à mon nom. Il y avait un faux testament avec ma prétendue signature, laissant tout à Émilie en cas de mon décès, et d'autres documents, transferts, procurations, tous avec des contrefaçons de ma signature, attendant juste d'être datés et déposés. Mais la partie la plus terrifiante était d'entendre la voix de ma propre fille sur ces enregistrements. Oui, une voix que je reconnaissais à peine. Approuvant mécaniquement Julien, répétant des phrases apprises par cœur sur la façon dont je l'avais toujours contrôlé, dont je ne l'avais jamais soutenu, dont je méritais d'être seul. C'était comme entendre ces mots sortir de sa bouche, comme s'il était un ventriloque et elle sa marionnette. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone pour appeler Benjamin, mon avocat et ami de longue date. Mais j'ai hésité. Et si Julien surveillait mes appels? Et s'il découvrait où j'étais? J'ai décidé d'être plus prudente. J'ai utilisé le téléphone fixe de la maison de Béatatrice pour appeler d'un numéro que Julien ne connaîtrait pas. Elisabeth, a répondu Benjamin, surpris. Où es-tu? J'ai appelé ton portable plusieurs fois. J'avais besoin de quitter la ville pour quelques jours. Ai-je répondu vaguement. Benjamin, j'ai besoin de ton aide, mais ça doit être discret. Je lui ai expliqué la situation aussi concise que possible sans entrer dans les détails au téléphone. Benjamin a écouté en silence, posant occasionnellement des questions précises. C'est grave, Elisabeth, a-t-il dit finalement. Si tu as des preuves de ce que tu dis, nous devons aller à la police immédiatement. Pas encore, ai-je répondu, me souvenant de l'avertissement de Maria. Julien a des contacts. Nous devons être stratégiques. Alors, que suggères-tu? J'ai besoin de preuves plus concrètes, quelque chose qui ne peut être ignoré ou étouffé. Benjamin est resté silencieux quelques secondes. J'ai un ami au FBI, quelqu'un en dehors du cercle local. Je peux lui parler sans mentionner de nom pour l'instant. Fais ça, ai-je accepté. En attendant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Va à mon appartement et cherche un dossier bleu au fond de mon placard. Il y a des documents importants dedans. Ta clé de rechange est toujours au même endroit? Oui, chez Madame Davis au 302. Les jours suivants, je me suis installé dans une routine chez Béatatrice. Pendant la journée, j'aidais aux tâches ménagères pour garder mon esprit occupé. La nuit, je passais en revue les preuves, prenant des notes, reliant les points. Maria m'envoyait de courts messages depuis un téléphone prépayé, me tenant au courant de la situation à la maison. Julien est nerveux, il pose des questions sur vous. Émilie semble confuse. J'ai entendu une dispute. Il passe des appels étranges. Il mentionne un plan B, chaque message augmentait mon anxiété. Quel était ce plan B? Et comment Émilie réagissait-elle à ma disparition? Une partie de moi voulait y retourner en courant, les affronter, exiger des explications, mais une autre partie savait que ce serait un suicide. S'il prévoyait vraiment de me tuer, me présenter sans plan ne ferait qu'accélérer le processus. Le 4e jour, Benjamin m'a appelé. J'ai réussi à parler à mon contact au FBI. Il est intéressé par l'affaire, mais il a besoin de plus de détails. Et Elisabeth, je suis allé à ton appartement. Le ton de sa voix m'a alarmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est passé. L'endroit a été retourné. Le dossier bleu, je ne l'ai pas trouvé. Mon sang se glaça. Le dossier contenait les documents originaux des propriétés, des actions, les testaments légitimes. C'était mon assurance au cas où il m'arriverait quelque chose. Ils ont une longueur d'avance sur nous, ai-je murmuré. Y a-t-il autre chose, a poursuivi Benjamin. Il y a une enquête sur toi. Quoi? Quel genre d'enquête? Il semble que quelqu'un ait signalé des irrégularités à la librairie. Évasion fiscale, blanchiment d'argent. C'est complètement absurde, mais c'est en cours. La stratégie de Julien devenait claire. Si je me présentais, ce serait pour faire face à des accusations criminelles. Un scandale public qui faciliterait la prise de tout ce que j'avais construit. Et Émilie, as-tu réussi à lui parler, a soupiré Benjamin. J'ai essayé. Elle ne répond pas à mes appels. Je suis allé chez elle et le gardien de sécurité ne m'a pas laissé entrer. Il a dit qu'elle ne recevait pas de visiteurs. La situation empirait plus vite que je ne l'imaginais.
Il n'essayait pas seulement d'effacer mon existence financière, mais aussi ma réputation. C'était un piège parfait. Si je restais caché, je perdrais tout. Si je me présentais, je serais arrêté. Nous devons agir plus vite, ai-je décidé. Ton contact au FBI. Peut-il commencer une enquête sans alerter la police locale? Possiblement, mais il aurait besoin de preuves concrètes. J'ai des enregistrements, des photographies de documents. Est-ce suffisant pour commencer? Peut-être. Je vais vérifier. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que Béatrice était à la porte de la cuisine, me regardant avec inquiétude. De graves problèmes, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, s'asseyant à table avec moi. J'ai hoché la tête, sans entrer dans les détails. Elle a pris mes mains dans les siennes, ridées par le temps et le travail. Tu sais, ma chère, quand j'étais jeune, mon mari me battait tous les jours pour un rien. Je pensais que je le méritais. Que c'était comme ça. Jusqu'au jour où il a frappé notre fils. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de lui, du pouvoir qu'il voulait avoir sur nous. Je l'ai regardée, surprise par cette confession soudaine. Ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi, c'est que parfois, nous avons besoin de voir quelqu'un que nous aimons se faire blesser pour comprendre que nous sommes blessés aussi. Ta fille est en danger, n'est-ce pas? Oui, ai-je admis. Mais elle ne le voit pas, parce qu'il ne la laisse pas le voir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils isolent, ils contrôlent, ils font douter la personne de son propre jugement. Et le temps que tu te réveilles enfin, il est déjà trop tard. Comment vous en êtes-vous sorti? Le visage de Béatrix s'illumina d'un triste sourire. Je ne me suis pas échappé. Il est mort. Il a eu une crise cardiaque pendant un de ses accès de rage. Dieu a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas? Elle se leva, ajustant son tablier. Mais toi, tu peux encore sauver ta fille et toi-même. Quand elle est partie, je suis resté à réfléchir à ses paroles. Peut-être que Béatrice avait raison. Peut-être que le problème n'avait jamais été entre Émilie et moi. C'était Julien qui avait créé cette division, la nourrissant de mensonges et de manipulations. Et si ma fille répétait ces phrases horribles sur moi, ce n'était pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'il l'avait programmée pour les dire. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Maria qui a tout changé. Il prévoit de l'emmener. Je l'ai entendu parler d'une maison à l'étranger. Il dit, vous ne vous reverrez plus jamais. L'emmener? Où? Pourquoi? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Si Julien parvenait à faire sortir Émilie du pays, je ne la reverrais peut-être vraiment plus jamais. Et s'il avait déjà réussi à la transformer autant en seulement 2 ans, que ferait-il quand il l'aurait complètement isolée, sans personne pour le remettre en question? Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas faire confiance au système judiciaire pour agir à temps. Ma fille était en danger immédiat, même si elle ne s'en rendait pas compte. Je devais la sortir des griffes de Julien avant qu'il ne soit trop tard. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Benjamin. Changement de plan, ai-je dit dès qu'il a répondu. Nous n'attendons pas l'enquête formelle. Nous devons agir maintenant. Que as-tu en tête? Une extraction, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Nous allons sortir ma fille de cette maison, et tu vas m'aider. Les 2 jours suivants ont été consacrés à l'élaboration d'un plan que, dans des circonstances normales, je considérerais comme insensé, mais rien n'était normal depuis longtemps. Benjamin, d'abord réticent, a fini par convenir que nous ne pouvions pas attendre la lenteur du processus judiciaire, surtout avec la menace de Julien d'emmener Émilie hors du pays. Tu comprends que ça pourrait mal tourner de bien des façons, n'est-ce pas? M'a-t-il averti lors d'un de nos appels sur le téléphone prépayé que Béatrix m'avait prêté. Je comprends, ai-je répondu. Mais rester les bras croisés pendant que ma fille disparaît pour toujours serait bien pire. Benjamin avait des contacts. L'un d'eux était Marcus, un ancien policier qui travaillait maintenant comme détective privé à Détroit. Une autre était Sarah, une psychologue spécialisée dans les victimes de relations abusives. Ils ont tous deux accepté d'aider, plus par amitié pour Benjamin que par conviction en mon histoire. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce dont j'avais besoin, c'était des gens compétents, pas de la conviction. Le plan était relativement simple. Nous devions créer une situation où Émilie serait seule, sans Julien, assez longtemps pour que nous puissions lui parler.
Maria serait cruciale pour cela. Elle nous ferait savoir quand Julien quitterait la maison, de préférence pour plusieurs heures, et alors nous agirions. Et si elle ne veut pas venir avec vous, a demandé Marcus. Lors de notre rencontre dans un petit restaurant sur l'autoroute à mi-chemin entre Austin et la ville où je me cachais, elle n'a pas besoin de le vouloir, a expliqué Sarah. Dans les cas de manipulation psychologique sévère, la victime reconnaît rarement sa situation. Notre mission est de créer une interruption dans le contrôle pour lui permettre de penser par elle-même, ne serait-ce que pour quelques heures. Et s'il revient pendant que nous sommes là? Ai-je demandé, sentant un frisson me parcourir l'échine rien qu'à y penser. Je serai préparé, a répondu Marcus, sans donner plus de détails, mais son ton m'a fait croire qu'il savait comment gérer les hommes comme Julien. L'occasion s'est présentée 3 jours plus tard. Maria m'a envoyé un message à 9 h du matin. Il va à Miami aujourd'hui. Réunion d'affaires. Vol à 11 h. Il ne rentre pas avant ce soir. Elle sera seule à la maison. Mon cœur battait à tout rompre. C'était maintenant ou jamais. J'ai retrouvé Benjamin, Marcus et Sarah au point de rendez-vous convenu, une station-service à 10 minutes de la maison d'Emily. Benjamin avait l'air nerveux, vérifiant constamment sa montre. Marcus était calme, presque indifférent, comme si nous étions juste là pour un café décontracté. Sarah révisait ses notes, préparant probablement son approche psychologique. Souvenez-vous, a-t-elle dit, Emily va probablement résister. Elle pourrait crier, pleurer, nous accuser d'être contre elle. C'est normal. L'important est de rester calme et de projeter la sécurité. À 15 h précises, nous avons eu la confirmation de Maria. Julien était parti et l'avion avait déjà décollé. C'était notre signal. Le trajet jusqu'à la maison d'Emily s'est fait dans un silence tendu. Tout le monde dans la voiture semblait perdu dans ses propres pensées. J'essayais d'imaginer ce que ce serait de revoir ma fille après si longtemps. Et dans des circonstances si étranges. Nous avons atteint le quartier résidentiel sécurisé. Marcus, vêtu d'un uniforme de livreur et portant un faux colis, a réussi à faire ouvrir le portail par le gardien de sécurité sans problème. Une fois à l'intérieur, nous avons roulé lentement jusqu'à la maison. Maria nous attendait dans le jardin, hors de la vue des voisins. Elle est dans le salon, a-t-elle rapporté, visiblement nerveuse. Elle regarde la télé. Elle ne va pas bien. Elle est à peine sortie de sa chambre ces derniers jours. Un signe de Julien, a demandé Marcus. Aucun. Il a appelé il y a une demi-heure pour vérifier si elle était à la maison. C'est ce qu'il fait toujours. Il appelle toutes les heures quand il est absent. Alors nous avons environ 30 minutes avant le prochain appel, a calculé Benjamin. Nous devons être rapides. Nous sommes entrés par la porte de derrière, que Maria avait laissé déverrouiller. La maison était silencieuse, à l'exception du faible son de la télévision provenant du salon. J'ai avancé vers l'avant, le cœur battant si fort que je pensais qu'on pouvait l'entendre. Et puis, après plus d'1 an, j'ai vu ma fille. Emily était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture malgré la chaleur de la journée. Elle était si maigre que j'ai failli ne pas la reconnaître. Ses cheveux, autrefois longs et vibrants, étaient ternes, attachés en un chignon désordonné. Des cernes profonds marquaient son visage pâle. Ma belle-fille, toujours si pleine de vie, ressemblait à un fantôme d'elle-même. Elle n'a pas remarqué notre présence au début, absorbée par une émission de télévision qu'elle ne semblait même pas vraiment regarder. Quand elle m'a finalement vu, ses yeux se sont écarquillés de choc. « Maman » a-t-elle murmuré, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Salut, ma chérie » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Elle s'est levée brusquement, la couverture tombant. Elle portait un pyjama ample qui accentuait encore plus sa maigreur alarmante. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée ?» J'ai immédiatement senti la peur dans sa voix. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était de la panique. « Nous devons parler, Emily » ai-je dit en faisant un pas vers elle. « Je m'inquiète pour toi. » Elle a reculé, regardant nerveusement les étrangers avec moi. « Vous ne pouvez pas être ici. Julien va bientôt rentrer. Vous devez partir. » Votre mari est à Miami, l'informa calmement Marcus. Il ne sera pas de retour avant ce soir. La panique dans les yeux d'Emily s'intensifia. Comment savez-vous ça? Vous m'espionnez?
J'appelle la police. Elle chercha frénétiquement son téléphone, mais Maria l'avait déjà retiré de la pièce, comme nous l'avions prévu. Sarah s'est avancée, sa voix douce et contrôlée. Émilie, je m'appelle Sarah. Je suis psychologue, et je suis là pour aider. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous voulons juste parler. Je n'ai pas besoin d'aide, a répondu automatiquement Émilie, comme si elle répétait quelque chose qu'elle avait entendu de nombreuses fois. Je vais parfaitement bien. C'est vous qui avez un problème, à toujours vous ingérer dans ma vie. Les mots m'ont frappé comme des poignards. Mais Sarah m'y avait préparé. C'étaient les mots de Julien, pas ceux d'Émilie. Ma chérie, j'ai réessayé. Tu m'as invité à dîner. Tu te souviens? Mardi dernier, tu m'as envoyé un message. Émilie parut confuse un instant. Je n'ai rien envoyé. Si, tu l'as fait, ai-je insisté, lui montrant le message sur mon téléphone. Elle a fixé l'écran, la confusion encore plus évidente. C'est mon numéro, mais je n'ai pas écrit ça. C'était Julien, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Il a pris ton téléphone et a envoyé ce message en se faisant passer pour toi. Émilie a ouvert la bouche pour nier, mais l'a ensuite refermée comme si quelque chose se déclenchait dans son esprit. Il a dit que ce serait bien pour nous de nous réconcilier, qu'il sentait que j'étais triste de ne plus te parler. Mais plus tard, il a dit que tu avais annulé, que tu ne voulais pas me voir. J'étais là, Émilie, à l'heure convenue. Mais Maria m'a empêché d'entrer parce qu'elle a entendu Julien comploter quelque chose contre moi. Émilie a regardé Maria, qui a hoché la tête en silence. C'est vrai, mon enfant. Je l'ai entendu parler de faire passer ça pour un accident. De la façon dont vous hériteriez de tout après la chute de votre mère dans les escaliers. Non, murmura Émilie en secouant la tête. Il ne ferait pas ça. Il m'aime. Il me protège. Il te protège de quoi, Émilie, demanda Sarah, sa voix toujours calme. Du monde? Des gens qui t'aiment? Regarde-toi. Es-tu heureuse? Es-tu en bonne santé? Ou as-tu peur tout le temps? Émilie s'est mise à pleurer, ses épaules secouées sous le poids des questions. Je voulais courir vers elle, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais Sarah avait été claire. Nous devions maintenir une distance émotionnelle à ce premier moment. Émilie avait besoin de digérer. Il dit que vous ne me comprenez pas, sanglota-t-elle. Que vous voulez me contrôler. Que seul lui sait ce qui est le mieux pour moi. Et tu crois ça, ai-je demandé doucement. Je ne sais plus quoi croire, a-t-elle admis, semblant soudainement épuisée. Je suis si fatiguée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ma fille avait été endommagée. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement. Julien avait systématiquement détruit sa confiance, son sens de la réalité, sa connexion au monde. Et j'avais laissé faire, en restant à l'écart alors que j'aurais dû me battre plus fort. Émilie, a dit Sarah, tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. Nous te demandons juste de venir avec nous quelques heures pour parler dans un endroit neutre, sans l'influence de Julien. Il sera furieux si je pars, murmura-t-elle, la peur évidente dans sa voix. Est-ce qu'il contrôle où tu vas, demanda Marcus, son ton professionnel, mais ses yeux révélant de l'indignation. Émilie hésita, comme si elle réalisait pour la première fois à quel point la situation était absurde. Il dit que c'est pour ma sécurité, qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Des gens comme ta mère, a interrogé Benjamin, parlant pour la première fois. Émilie m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du doute, non pas à mon sujet, mais au sujet des mensonges qu'elle avait crus. Il a dit que tu voulais me tenir éloigné de lui parce que tu étais jalouse. Parce que j'avais un mariage parfait et que tu avais échoué le tien. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la piqûre de ces mots, mais comprenant qu'ils n'étaient pas vraiment les siens. Émilie, ton père et moi nous sommes séparés parce qu'il m'a trompée. Tu le sais. Et je n'ai jamais voulu autre chose que ton bonheur. Si Julien te rendait vraiment heureuse, je serais la première à te soutenir. Mais il ne te rend pas heureuse, n'est-ce pas? Sarah a continué, saisissant le moment de vulnérabilité. Tu es plus isolée, plus mince et plus effrayée chaque jour. Les larmes d'Émilie coulaient librement maintenant. Il dit que je suis grosse, que personne ne voudra de moi si je ne prends pas soin de moi,
que je devrais être reconnaissante qu'il m'accepte comme ça. Mon cœur s'est brisé en entendant cela. Ma belle-fille, toujours si sûre d'elle, réduite à douter même de son apparence. Émilie, dit Maria en s'approchant prudemment. Monsieur Julien n'est pas celui que vous croyez. Il vous manipule, tout comme il a manipulé les documents de votre mère. Quels documents demanda Émilie, confuse. Benjamin sortit de sa mallette des copies des faux que Maria avait photographiés. Ceci. Votre signature et celle de votre mère, contrefaite. Une partie d'un plan pour prendre le contrôle des propriétés, des actions, de tout. Émilie examina les papiers, sa confusion laissant place au choc. C'est ma signature, mais je n'ai jamais signé ces documents. Et c'est ma signature, ai-je ajouté. Sur des documents que je n'ai jamais vus. Soudain, le téléphone fixe de la maison sonna, nous faisant tous sursauter. L'horloge murale indiquait 13h30, l'heure de l'appel de contrôle de Julien. C'est lui, murmura Émilie, la panique revenant. Si je ne réponds pas. Réponds, ordonna Sarah. Agis normalement. Dis que tout va bien. Émilie hésita, nous regardant tous, clairement tiraillés. Finalement, les mains tremblantes, elle décrocha le téléphone. Salut, mon amour. Dit-elle, essayant de paraître décontractée, mais sa voix était tendue. Oui, je suis à la maison. Non, rien de différent. Oui, je suis le plan de repas. Non, pas de visiteurs. Elle fit une pause, nous regardant avec une alarme croissante. Non, je ne cache rien. Oui, je suis seule. Seule Maria est ici. Une autre pause plus longue. Julien, je ne mens pas. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Non, je ne pleure pas, le désespoir dans sa voix était palpable. Julien sentait clairement que quelque chose n'allait pas, même au téléphone. Nous devons y aller maintenant, marmonna Marcus, sentant la situation. Émilie, ai-je chuchoté. Viens avec nous, s'il te plaît. Elle m'a regardé, le téléphone toujours à l'oreille, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Puis, dans un moment de lucidité qui m'a donné de l'espoir, elle a parlé dans le téléphone. Julien, je dois y aller. Je ne me sens pas bien. Et elle a raccroché, ignorant la sonnerie immédiate qui a suivi. Il va appeler le gardien de sécurité, dit-elle rapidement en attrapant un sac à main. Nous devons partir avant qu'il ne verrouille les portails. Il n'y avait pas de temps pour célébrer cette petite victoire. Nous sommes partis rapidement par l'arrière, exactement comme nous étions entrés. Marcus est allé chercher la voiture pendant que nous attendions dans la cour, tendu, à l'écoute de tout mouvement. Il va me trouver, murmura Émilie en se serrant dans ses bras. Il me trouve toujours. Pas cette fois, ai-je promis, m'autorisant enfin à toucher son bras. Cette fois, je suis là, et je ne le laisserai plus te faire de mal. Quand la voiture est arrivée, nous sommes montés rapidement. Marcus a conduit vite, mais pas au point d'attirer l'attention. Dans le rétroviseur, j'ai vu le gardien de sécurité de la communauté sortir de sa guérite, regardant autour de lui, cherchant probablement Émilie à la demande de Julien. Nous étions sur l'autoroute quand le téléphone de Maria a sonné. Elle a répondu, le visage pâle. Monsieur Julien. Non, je ne sais pas où elle est. Je suis sorti faire les courses. Elle a raccroché, tremblante. Il est furieux. Il prend le premier vol de retour. Combien de temps avons-nous, demanda Benjamin. 2, peut-être 3 heures s'il trouve un vol immédiatement. Ce n'était pas beaucoup de temps, mais il faudrait que ça suffise. J'ai regardé Émilie assise à côté de moi, l'air à la fois soulagé et terrifié. Elle avait fait le premier pas, le plus difficile. Mais la bataille ne faisait que commencer. Où allons-nous, demanda-t-elle d'une petite voix. Dans un endroit sûr, ai-je répondu en lui tenant la main. Un endroit où il ne pourra pas t'atteindre. Et tandis que la voiture continuait sur l'autoroute, nous emmenant loin de cette maison des horreurs, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Julien nous poursuivrait avec toute sa rage et ses ressources. Mais je ne reculerai pas. Pas cette fois. Ma fille avait besoin de moi, et je serai là pour elle, quel qu'en soit le prix. L'endroit sûr était une petite ferme appartenant à la famille de Marcus, à environ 100 km de la ville. C'était assez isolé pour nous donner de l'intimité, mais assez proche de la civilisation pour ne pas être complètement vulnérable.
La maison principale était simple avec 3 chambres, un grand salon et une cuisine rustique. Émilie est restée silencieuse pendant la majeure partie du trajet. De temps en temps, elle prenait le téléphone que Maria lui avait rendu avant notre départ et fixait l'écran, mais elle ne répondait pas aux appels constants de Julien. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle sursautait comme si elle s'attendait à un coup physique. « On peut l'éteindre », suggéra doucement Sarah. « Tu n'as pas besoin d'entendre sa voix maintenant. » Émilie hésita, mais finit par tendre l'appareil à Sarah, qui l'éteignit et le mit dans son sac à main. Quand nous sommes arrivés à la ferme, il commençait déjà à faire nuit. Le ciel avait cette couleur violette qui précède l'obscurité totale, et les premières étoiles commençaient à apparaître. « Entrons », a dit Marcus, en garant la voiture près du porche. Personne ne nous a suivis, mais il vaut mieux ne pas rester exposé. La maison était propre, mais avec cette odeur distincte des endroits qui restent fermés longtemps. Marcus a allumé les lumières et a rapidement vérifié les pièces, s'assurant que nous étions vraiment seuls. Benjamin est allé à la cuisine pour faire du café pendant que Sarah conduisait Émilie au canapé du salon, lui parlant à voix basse, utilisant probablement des techniques pour la calmer. Je suis resté au milieu du salon à regarder ma fille, essayant encore de réaliser qu'elle était vraiment là, que nous avions réussi à la sortir de cette maison. Cela semblait irréel, comme un rêve dont j'avais peur de me réveiller. « Vous deux, vous devez parler », a dit Sarah en se levant. Je vais aider Benjamin dans la cuisine. Je me suis assise à côté d'Émilie, en gardant une distance respectueuse. Elle était recroquevillée comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Ses mains minces et pâles se tordaient nerveusement sur ses genoux. « Comment te sens-tu » ai-je demandé, sachant que c'était une question stupide, mais ne sachant pas par où commencer d'autre. Elle a haussé les épaules. Un geste qui me rappelait tellement l'adolescente qu'elle avait été. Confuse, effrayée. « Je ne sais pas ce que je fais ici. »« Tu es ici parce qu'une partie de toi sait que quelque chose ne va pas » ai-je répondu doucement, même si c'est difficile à admettre. Émilie a levé les yeux vers moi et j'ai vu un mélange de colère, de peur et de confusion dans ses yeux. « Tu détestes Julien, tu l'as toujours détesté, depuis le début. »« Non, Émilie. Je me suis méfié de lui quand j'ai réalisé à quel point il te changeait, à quel point il te coupait de tout ce qui t'aimait. Il me protège » a-t-elle répondu automatiquement. Mais sa voix manquait de conviction. « De quoi, ma chérie ? De qui ? De ta mère qui ne veut que te voir heureuse ? De tes amis que tu n'as pas vus depuis plus d'1 an ? De ta vie que tu as abandonnée pour lui ?» Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. « Émilie, regarde-toi. » Ai-je continué, en essayant de ne pas paraître accusatrice. « Tu es si maigre, je t'ai à peine reconnu. Tu es terrifiée par un appel téléphonique de ton propre mari. Tu vis isolée, sans amis, sans famille. Est-ce que c'est de la protection ou une prison ?» Une larme s'est échappée et a glissé sur sa joue. Il dit que c'est pour mon bien, que j'étais naïve, que les gens voulaient profiter de moi. Et qui a profité de toi, ma chérie ? Tes amis qui t'appelaient tous les jours jusqu'à ce que tu cesses de répondre ? Moi qui t'ai appelé pendant des mois sans réponse ? Ou l'homme qui contrôle ce que tu manges, où tu vas et à qui tu parles ? Elle s'est couvert le visage de ses mains, sanglotant en silence. Je voulais la serrer dans mes bras, mais je savais que je devais la laisser traiter ses propres émotions. Émilie devait arriver à ses propres conclusions. « Quand est-ce que tu t'es sentie vraiment heureuse pour la dernière fois » ai-je demandé après un moment. Elle a levé le visage, pensive. « Je ne sais pas. Avant, je suppose, avant que tout ne devienne si compliqué. Avant qu'il ne commence à t'isoler, avant qu'il ne te fasse douter de toi-même et de tout le monde autour de toi. » Émilie a hoché lentement la tête, comme si elle s'avouait quelque chose pour la première fois. C'était différent au début. Il était attentionné, affectueux. Il me faisait me sentir spécial. « C'est comme ça qu'il fonctionne », a dit Benjamin, revenant dans le salon avec un plateau de café. Il commence par te faire sentir comme la personne la plus importante du monde. Puis, lentement, il t'effrite, t'isole jusqu'à ce que tu dépendes complètement d'eux. Émilie le regarda, curieuse. « Comment savez-vous ça ?» Benjamin posa le plateau sur la table et s'assit dans le fauteuil en face de nous. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Il nous a fallu des années pour réaliser ce qui se passait. Le temps que nous la sortions enfin de cette situation, elle était à peine la personne que nous connaissions.
Et comment va-t-elle maintenant? Demanda Émilie, une lueur d'espoir dans les yeux. Mieux? Pas complètement remise. Je doute que quelqu'un se remette jamais complètement de ce genre d'abus. Mais elle revit. Elle a des amis. Elle travaille. Elle sourit. Des choses simples qui semblaient impossibles avant. Le mot « abus » a fait tressaillir Émilie. Il ne m'a jamais frappé, a-t-elle murmuré. L'abus n'est pas seulement physique, Émilie, a expliqué Sarah, nous rejoignant. Le contrôle, la manipulation, l'isolement, le gaslighting. Ce sont toutes des formes d'abus. Gaslighting, a répété Émilie, confuse. C'est quand quelqu'un vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Quand il dit que des choses qui se sont passées ne se sont pas passées, ou que vous imaginez des choses. Quand il transforme vos préoccupations légitimes en paranoïa. Émilie est restée silencieuse. Et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit, reliant les points, rejouant des souvenirs sous un nouveau jour. Il fait ça, a-t-elle finalement admis, sa voix presque inaudible. Quand je dis que je suis inquiète pour quelque chose, il dit que je surréagis. Quand je me souviens de quelque chose qu'il a dit ou fait, il jure que ça n'est jamais arrivé, que je confonds les choses. Et quand quelqu'un comme votre mère essaie de vous avertir, a poursuivi Sarah, il vous convainc que cette personne a une arrière-pensée, qu'elle essaie de vous séparer par jalousie ou par méchanceté. Émilie m'a regardé, la compréhension se faisant lentement jour dans ses yeux. Il a dit que tu étais contrôlante, que tu voulais que j'échoue pour que je continue à dépendre de toi. Je voulais juste que tu sois heureuse, ma chérie, ai-je répondu, sentant ma propre voix se briser, et je te voyais disparaître sous mes yeux. Le téléphone de Marcus a sonné, interrompant notre moment. Il a répondu rapidement, et son expression est devenue sombre. Il est chez Béatatrice, a-t-il rapporté en raccrochant. Un de mes contacts dans la police vient de m'alerter. Julien a réussi à tracer un appel que tu as passé de là-bas, Elisabeth. Il est furieux, il menace tout le monde. Mon sang se glaça. Est-ce que Béatrice va bien? Oui, elle n'était pas à la maison. Mais il interroge les voisins, montre des photos de vous et d'Émilie. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un mentionne vous avoir vu partir ensemble. Émilie est devenue encore plus pâle. Si c'était possible. Il va nous trouver. A-t-elle chuchoté, la panique évidente dans sa voix. Non, il ne le fera pas, a garanti Marcus. Personne ne connaît cette ferme à part des personnes de confiance absolue. Et nous sommes préparés s'il essaie quoi que ce soit. Préparés comment, ai-je demandé, alarmé. Marcus a ouvert sa veste, révélant un pistolet à sa taille. Je suis un ancien flic, vous vous souvenez? J'ai un permis légal. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser s'il menace quelqu'un ici. La vue de l'arme m'a mise mal à l'aise, mais aussi étrangement soulagée. Julien n'était pas le genre d'homme à reculer devant des mots ou des menaces en l'air. Il était dangereux, et peut-être avions-nous besoin d'une vraie protection. Que faisons-nous maintenant? Demanda Benjamin. Il est clairement prêt à tout pour les retrouver. Nous devons prendre les preuves que nous avons et aller au FBI, ai-je décidé, dès demain matin. Plus nous attendons, plus cela devient dangereux. D'accord, a dit Marcus. J'ai un ami qui peut nous escorter jusqu'au bureau local, s'assurer que nous sommes entendus par les bonnes personnes. J'ai regardé Émilie, qui tremblait légèrement. Es-tu prête à témoigner contre lui? À leur dire ce qu'il t'a fait, à notre famille. Elle a hésité, la peur toujours évidente dans ses yeux. Mais ensuite, lentement, elle a hoché la tête. Oui. Je suis fatigué de vivre comme ça. Fatigué d'avoir peur tout le temps. Ces simples mots m'ont rempli d'espoir. Ma fille revenait, trouvant lentement sa voix, sa force. Alors c'est réglé, a déclaré Benjamin. Demain à la première heure, nous allons au bureau local. Ce soir, nous nous reposons. Marcus a organisé un tour de garde. Lui et Benjamin se relaieraient pour s'assurer que personne ne s'approche de la maison pendant la nuit. Sarah a préparé un léger sédatif pour Émilie, qui était manifestement épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Je l'ai accompagnée dans l'une des chambres où elle s'est allongée sans même se changer. Je me suis assise à côté d'elle sur le lit, regardant son visage fatigué. « Maman » murmura-t-elle, déjà à moitié endormie à cause du médicament. « Oui, ma chérie. Je suis tellement désolée pour tout, d'avoir cru en lui au lieu de te faire confiance.
Je lui ai caressé les cheveux comme je le faisais quand elle était petite. Ce n'était pas ta faute, ma chérie. Les hommes comme Julien sont des experts en manipulation. Tu n'avais aucun moyen de savoir. J'aurais dû savoir, a-t-elle insisté, les yeux se fermant. J'aurais dû voir les signes. Chut, ai-je murmuré. Repose-toi maintenant. Nous aurons le temps de parler de tout ça demain. Elle a pris ma main, la serrant faiblement. Ne me quitte pas, maman. S'il te plaît. Plus jamais, ai-je promis, sentant les larmes me monter aux yeux. Je ne te laisserai plus jamais seule. Je suis resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit profondément endormie, sa respiration devenant profonde et régulière. En la regardant ainsi, vulnérable et épuisée, j'ai renouvelé silencieusement ma promesse. Personne ne ferait plus jamais de mal à ma fille. Personne ne la ferait plus jamais se sentir petite ou insignifiante. Ni Julien, ni aucun autre homme. Quand j'ai été sûr qu'elle dormait profondément, j'ai quitté la pièce sans bruit. Dans le salon, j'ai trouvé Benjamin, Marcus et Sarah qui parlaient à voix basse. « Comment va-t-elle » a demandé Sarah. « Elle dort » ai-je répondu, me sentant soudainement épuisé moi-même. Le médicament a agi rapidement. « Elle a besoin de ce repos » a dit Sarah. Son corps et son esprit sont en état d'alerte permanent depuis longtemps. C'est épuisant de vivre sous ce genre de stress. Je me suis assise avec eux, acceptant une tasse de café que Benjamin m'a offerte. « Que pensez-vous qu'il se passera demain » ai-je demandé. « Si tout se passe bien, Julien sera emmené pour interrogatoire » a expliqué Marcus. « Avec les preuves que nous avons, les enregistrements, les faux documents, le témoignage d'Émilie et de Maria, il y a de bonnes chances que nous obtenions une ordonnance restrictive immédiate. » Et si ça ne marche pas, ai-je demandé, la peur revenant s'insinuer. « Nous passons au plan B, » a répondu Benjamin. « J'ai des contacts dans d'autres États. Nous pouvons vous trouver un endroit sûr où rester jusqu'à ce que nous résolvions tout légalement. » L'idée de fuir, de me cacher avec Émilie dans un endroit lointain, n'était pas idéale, mais je ferais n'importe quoi pour la garder en sécurité. Nous avons parlé un peu plus longtemps, affinant les détails du plan pour le lendemain, jusqu'à ce que l'épuisement finisse par me gagner. Sarah m'a accompagné dans une autre chambre, s'assurant que je me repose aussi. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui » a-t-elle dit alors que je m'allongeais. Sauver quelqu'un d'une relation abusive est l'une des choses les plus difficiles et les plus dangereuses que l'on puisse faire. « C'est ma fille » ai-je simplement répondu. « Je ferai n'importe quoi pour elle. » Sarah a souri doucement. « Reposez-vous. Demain est un grand jour. » Quand elle est partie, j'ai fixé le plafond, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Tant de choses s'étaient passées ces derniers jours. Ma vie avait été bouleversée depuis ce texto que j'avais reçu jeudi. Cela semblait être il y a une éternité. Je me suis endormi en pensant à Émilie, à la fille souriante qu'elle était et à la femme forte que je savais qu'elle pourrait redevenir. J'ai rêvé de jours plus simples, où nous n'étions que toutes les deux contre le monde après le départ de son père. Des jours de rire dans la cuisine, de films sur le canapé, de confessions tard dans la nuit. Je me suis réveillé en sursaut au son de verres brisés. Pendant un instant, j'étais désorienté, ne sachant pas où j'étais. Puis le souvenir est revenu en un éclair. La ferme, l'extraction d'Émilie, le plan pour demain. Je me suis levé rapidement, le cœur battant à tout rompre. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h17 du matin. La maison était silencieuse, à l'exception de voix étouffées provenant du salon. J'ai avancé prudemment dans le couloir sombre. Les voix sont devenues plus claires. L'une était celle de Marcus, tendue et basse. L'autre, mon sang se glaça. C'était Julien. Où sont-elles ? Exigeait sa voix avec une froideur qui me glaça jusqu'aux os. Je vous ai déjà dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Répondit Marcus, sa voix contrôlée mais ferme. Ne me prenez pas pour un idiot, gronda Julien. Je sais qu'Elisabeth a emmené ma femme. Je sais que vous les aidez, et je sais qu'elles sont ici. Je me suis arrêté à l'angle du couloir, caché dans l'ombre. De ma position, je pouvais voir partiellement le salon. Marcus était debout, barrant le passage à Julien. Sa main était près de sa taille, là où je savais qu'il gardait son pistolet. Julien me tournait le dos, mais sa posture était agressive, intimidante. « Vous êtes en violation de propriété privée » a dit Marcus, toujours calme.
Je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Julian a ri. Un son froid et cruel. La police? Vous pensez vraiment qu'ils vont vous croire? J'ai des amis au poste. Ils savent que ma femme a des problèmes psychologiques. Que sa mère en profite pour la monter contre moi. Mon cœur battait à tout rompre. Julian avait déjà préparé le terrain, construisant un récit qui nous faisait passer pour les méchants. Typique d'un abuseur. Toujours une longueur d'avance. Toujours en contrôle du récit. Je ne suis pas seul, vous savez, a poursuivi Julian, faisant un pas vers Marcus. J'ai des gens dehors. Si vous ne m'amenez pas Émilie tout de suite, les choses vont très mal tourner. J'ai vu la main de Marcus se déplacer vers son arme. Je vous le demande une dernière fois. Sortez de cette maison. Maintenant. Le temps semblait s'être figé. Je savais que j'étais sur le point d'assister à quelque chose d'horrible. Si Julian avançait, Marcus sortirait son arme. Si Marcus sortait son arme, Julian réagirait. Quelqu'un pourrait être blessé, ou pire. C'est alors que j'ai entendu une porte s'ouvrir derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Émilie sortir de sa chambre, les yeux écarquillés de peur. C'est lui, a-t-elle chuchoté. Il nous a trouvés. Avant que je puisse l'arrêter, Émilie m'a dépassé et est entrée dans le salon. Julian, a-t-elle appelé, la voix tremblante. Les deux hommes se sont tournés vers elle. Le visage de Marcus montrait de l'alarme. Celui de Julian, un mélange de triomphe et de rage contenue. Ma chérie, a dit Julian, son ton soudainement doux, bien que ses yeux soient restés froids. J'étais si inquiet pour toi. Rentrons à la maison maintenant, d'accord? Il lui a tendu la main, mais Émilie n'a pas bougé. Elle se tenait au milieu du salon, visiblement tremblante, mais tenant bon. Non, a-t-elle dit, le mot sortant comme un murmure. Le visage de Julian s'est durci. Que as-tu dit? J'ai dit non, a répété Émilie, un peu plus fort cette fois. Je ne retourne pas avec toi. Je suis entré dans le salon, me positionnant à côté d'Émilie. Benjamin et Sarah sont apparus d'autres pièces, clairement alertés par l'agitation. Vous avez entendu ma fille, ai-je dit, regardant directement Julian. Elle ne va nulle part avec vous. Julian nous a fait face, son regard passant d'Émilie à moi, puis aux autres dans la pièce. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait attaquer. Puis, de manière inattendue, il a souri. Très bien, a-t-il dit en reculant d'un pas, si c'est comme ça que vous voulez jouer. Il a mis la main dans sa poche et a sorti un téléphone. Il a composé un numéro et a parlé brièvement. Ils sont ici, tous. Avant que quiconque puisse réagir, des lumières vives ont inondé les fenêtres du salon. Des phares. Plusieurs voitures. Comme je l'ai dit, a poursuivi Julian, son sourire s'élargissant. Je ne suis pas venu seul. Marcus a couru à la fenêtre et a jeté un coup d'œil à travers une fente dans les rideaux. Merde, a-t-il marmonné. Il y a au moins 3 voitures dehors, et c'est une voiture de police. Mon cœur s'est serré. Comment Julian nous avait-il trouvés? Comment avait-il mis la police de son côté si rapidement? Tu vois, a dit Julian en se tournant vers Émilie. Tout le monde sait que ta mère te manipule, qu'elle t'a kidnappé, pour te tenir éloigné de moi. Ils sont là pour te ramener à la maison, là où tu appartiens. Émilie le regarda, la peur lisible dans ses yeux. Mais autre chose aussi. De la détermination. Non, a-t-elle répété, sa voix plus ferme cette fois. Je ne vais plus jamais avec toi. Le sourire de Julian a vacillé, laissant place à une expression de fureur nue. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Tu es ma femme. Tu fais ce que je dis. Tu l'as toujours fait. Tu le feras toujours. À ce moment-là, on a frappé fort à la porte. Police, ouvrez. Benjamin m'a jeté un regard désespéré. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons les preuves, lui a rappelé Sarah. Les enregistrements, les documents. Nous ne faisons rien de mal ici. Mais est-ce qu'ils nous écouteront? Ai-je demandé, la panique commençant à monter. Si Julian les a déjà convaincus que nous sommes les méchants. Marcus a pris une décision rapide. On ouvre la porte. Si on essaie de résister, ça ne fera qu'empirer les choses. Il est allé à la porte et l'a ouverte. 2 policiers en uniforme sont entrés,
suivi d'un homme en costume que nous avons supposé être un détective. « Que se passe-t-il ici » a demandé le détective, regardant la pièce. Julian a immédiatement endossé le rôle du mari inquiet. « Détective Miller, comme je vous l'ai expliqué, ma femme a disparu hier. Sa mère l'a convaincue de s'enfuir. J'essaie juste de la ramener à la maison. » Le détective a regardé Emily. « Madame, est-ce vrai? Êtes-vous ici de votre plein gré ?» Avant qu'Emily puisse répondre, Julian a coupé. « Elle ne va pas bien, détective. Elle a des antécédents de problèmes émotionnels. Elle est confuse. La rage a monté en moi. »« Ma fille n'a aucun problème, m'exclamai-je. C'est cet homme qui la manipule et l'abuse psychologiquement depuis des années. » Le détective m'a regardé avec scepticisme. « Madame, nous avons un rapport officiel selon lequel vous auriez pu enlever votre propre fille. » « C'est absurde, » a protesté Benjamin. « Nous avons des preuves d'abus, de manipulation, de faux documents, des témoignages. Allez-vous les croire ?» Julian a ri en se tournant vers le détective. « Ce sont ses amis. Évidemment, ils vont dire n'importe quoi pour la couvrir. » La pièce était tendue, tout le monde parlant en même temps. Les policiers avaient l'air confus, regardant d'un groupe à l'autre, ne sachant manifestement pas qui croire. C'est alors qu'Emily s'est avancée. « Je veux porter plainte », a-t-elle dit, sa voix étonnamment claire et ferme. Le silence s'est fait dans la pièce. Tous les yeux se sont tournés vers elle. « Une plainte pourquoi, madame ?» a demandé le détective. « Abus psychologique et émotionnel », a répondu Emily. « Falsification de documents, tentative de fraude, peut-être même tentative de meurtre. » Julian a pâli. « Tu délires » a-t-il sifflé. « Personne ne va croire ça. »« J'ai des preuves » a poursuivi Emily en l'ignorant. Elle s'est tournée vers Sarah, qui lui a rapidement tendu son sac à main. De l'intérieur, Emily a sorti l'enregistreur que Maria m'avait donné. « Voici des enregistrements de mon mari discutant de plans pour falsifier la signature de ma mère afin de prendre le contrôle de ses propriétés. Il y a aussi des enregistrements de lui parlant d'un accident que ma mère subirait lors d'un dîner qui n'a jamais été prévu. » Le détective a pris l'enregistreur, le regardant avec intérêt. « C'est grave, madame. Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? » « Absolument » a répondu Emily. Puis, lentement, elle a déboutonné la manche de son chemisier et l'a remonté, révélant des bleus sur ses bras, des marques de doigts clairement visibles sur sa peau pâle. « Et ça, » a-t-elle dit, « c'est ce qui arrive quand je ne suis pas d'accord avec lui. Quand je ne mange pas exactement ce qu'il me dit, quand je parle à quelqu'un sans sa permission. » J'ai fixé les bras de ma fille, nauséeuse. Comment n'avais-je pas réalisé? Comment n'avais-je pas vu les signes physiques d'abus? Mais bien sûr, Julian était trop malin pour laisser des marques là où les gens pouvaient les voir, et il nous avait tenus à l'écart si longtemps. Le détective a regardé Julian, son expression maintenant très sérieuse. « Monsieur, je pense que nous devons parler au poste. »« C'est ridicule » a explosé Julian, son contrôle finissant par voler en éclats. « Elle ment. Ils mentent tous. » Il a fait un pas vers Emily, le visage déformé par la rage. Mais les policiers l'ont rapidement intercepté, le saisissant par les bras. « Je pense qu'il est préférable que vous veniez avec nous maintenant, monsieur » a dit l'un des officiers. « Vous ne comprenez pas » a continué à se débattre Julian. « Elle est à moi. Elle ne peut pas me quitter. J'ai tout fait pour elle. » Alors que la police l'entraînait dehors, Julian continuait de crier des menaces et des insultes. Emily est restée là à regarder, une seule larme coulant sur son visage. Quand la porte s'est finalement fermée, laissant la pièce dans un silence pesant, Emily s'est tournée vers moi. Sans un mot, elle est tombée dans mes bras, sanglotant comme une enfant. « C'est fini » ai-je chuchoté en lui caressant les cheveux. « C'est fini, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » Mais je savais que ce n'était pas fini. C'était juste le début d'un long voyage. Julian serait probablement libéré sous caution. Il y aurait des enquêtes, des dépositions, peut-être un procès, et le chemin vers le rétablissement d'Emily serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis plus d'1 an, je sentais de l'espoir. Ma fille avait retrouvé sa voix, son courage. Elle avait fait le premier pas hors de ce cycle d'abus, et je serais à ses côtés à chaque étape du chemin. Les mois qui ont suivi ont été difficiles, comme nous nous y attendions. Julian a été libéré sous caution, comme nous l'avions prédit,
mais avec une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher d'Émilie ou de moi. Il a violé cette ordonnance 3 fois au cours des premières semaines, ce qui a entraîné sa détention provisoire pendant l'enquête. Émilie et moi avons déménagé dans un petit appartement dans une autre ville, Portland, en Oregon, où personne ne nous connaissait. Recommencer n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Chaque jour, je voyais de petits signes que ma fille redevenait la personne qu'elle était avant que Julien n'entre dans nos vies. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Émilie alternait entre des moments de lucidité et de force et des périodes de doute profond où elle se demandait même si elle avait bien fait de quitter Julien. Et s'il avait raison, a-t-elle murmuré une nuit, assise sur le balcon de notre nouvel appartement, regardant les étoiles. Et si je ne pouvais pas vivre sans lui? Tu as vécu sans lui pendant 25 ans avant de le rencontrer, ai-je répondu doucement. Et tu étais une personne incroyable, indépendante, pleine de rêves et de projets. Je ne me souviens plus de cette personne, a-t-elle admis, sa voix à peine un murmure. Moi, je m'en souviens, ai-je dit en lui tenant la main. Et je vais t'aider à la retrouver. Émilie a commencé une thérapie avec Sarah, qui a proposé de la voir gratuitement jusqu'à ce que nous soyons financièrement stables. Au fil des séances, elle a lentement déterré les couches de manipulation et d'abus que Julien avait construites autour d'elle. À chaque révélation, mon cœur se brisait un peu plus. Comment il contrôlait ce qu'elle mangeait, insistant sur le fait qu'elle était grosse alors qu'elle était en fait dangereusement mince. Comment il vérifiait son téléphone quotidiennement, supprimant les messages d'amis et de famille, répondant parfois à sa place pour éloigner les gens. Comment il l'a progressivement convaincue que j'étais toxique, contrôlante et jalouse de leur bonheur. Je le croyais, m'a-t-elle dit un jour, en pleurant dans mes bras. Je le croyais quand il disait que tu essayais de nous séparer parce que tu étais jalouse. Comment ai-je pu être si aveugle? Les manipulateurs sont des experts pour déformer la réalité, ai-je expliqué, répétant ce que Sarah nous avait appris. Ils trouvent de petites insécurités et les exploitent, les transformant en murs qui vous séparent des gens qui vous aiment. Benjamin s'est occupé du processus juridique. L'enquête a révélé bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Julien n'avait pas seulement falsifié des signatures sur des documents. Il avait créé un stratagème élaboré pour transférer non seulement les propriétés et les actions d'Émilie, mais aussi les miennes, sur des comptes offshore. Il y avait des preuves d'autres crimes financiers impliquant d'autres partenaires qu'il avait manipulés au fil des ans. C'est un prédateur en série, a expliqué Benjamin, nous montrant les rapports. Vous n'étiez pas les premières victimes, mais j'espère que vous serez les dernières. Lorsque l'affaire a finalement été jugée, 6 mois après cette nuit à la ferme, Émilie était assez forte pour témoigner. Je l'ai regardée à la barre, racontant son histoire avec une clarté et une fermeté qui m'ont mis les larmes aux yeux. Elle n'était plus la femme fragile et effrayée que nous avions sauvée de cette maison. Julien a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude, de falsification, d'abus psychologiques et de tentatives de vol qualifiées. La sentence. 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant les 8 premières années. Quand nous sommes sortis du palais de justice ce jour-là, Émilie a pris une profonde inspiration, regardant le ciel bleu au-dessus de nous. C'est étrange, a-t-elle dit. Je l'aime encore d'une manière tordue. C'est comme si une partie de moi voulait encore croire que tout ce que nous avons vécu était réel, qu'il se souciait vraiment. Ce que tu as ressenti pour lui était réel, ai-je répondu. Le problème, c'est que ce qu'il ressentait pour toi n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Et il y a une énorme différence entre les deux. Elle a hoché lentement la tête. Je vais avoir besoin de temps pour désapprendre tout ce qu'il m'a appris, pour faire à nouveau confiance aux autres et à moi-même. Tu as tout le temps du monde, ma chérie. Et tu n'es pas seule dans ce voyage. 5 ans ont passé depuis cette nuit à la ferme. 5 ans de guérison, de reconstruction, de redécouverte. Émilie a terminé son master et travaille maintenant dans un centre de soutien pour les victimes de violences domestiques à la Nouvelle-Orléans. Je dirige toujours la librairie, qui est devenue non seulement une entreprise, mais un espace pour la communauté et la sensibilisation. Julien purge sa peine sans droit de nous contacter. Nous recevons occasionnellement des nouvelles de lui par l'intermédiaire de Benjamin, qui garde un œil sur l'affaire. Apparemment, il a trouvé une nouvelle victime par correspondance, une femme qui croit communiquer avec un homme d'affaires injustement condamné. Les autorités ont été alertées, et la communication est surveillée. Certaines cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Il y a des moments où Émilie sursaute à un bruit soudain,
ou quand son regard se perd au loin alors que quelque chose lui rappelle ses années. Il y a des nuits où je fais encore des cauchemars sur ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas agi à temps. Mais il y a aussi des moments de pure joie, de liberté, de paix. Comme aujourd'hui, un dimanche après-midi, alors que nous recevons des amis pour un barbecue dans le jardin de la petite maison que nous avons achetée ensemble. Émilie sourit, discute avec animation avec un groupe, sa confiance restaurée, sa beauté intérieure de nouveau visible pour tous. Maria est là aussi. Elle a quitté son emploi dans la maison de Julian, qui a été vendu pour payer des indemnités, et travaille maintenant avec nous à la librairie. Elle et Émilie ont développé une forte amitié, liée par leur expérience commune. Benjamin, Marcus et Sarah sont devenus partie de notre famille choisie. Nous nous réunissons régulièrement, non seulement pour nous souvenir du passé, mais pour célébrer le présent et planifier l'avenir. Alors que j'observe cette scène, ma fille heureuse, entourée de gens qui tiennent vraiment à elle, je ressens une profonde gratitude, non seulement pour avoir survécu, mais pour avoir appris à revivre, à vraiment vivre. Émilie me voit regarder et elle sourit. Ce sourire qui illumine ses yeux et réchauffe mon cœur. Elle s'excuse auprès de ses amis et vient vers moi, s'asseyant à mes côtés sur le banc de jardin. « À quoi penses-tu » demande-t-elle, posant sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait quand elle était petite. À quel point la vie est étrange, je réponds. À la façon dont nous devons parfois traverser l'enfer pour retrouver notre chemin vers la maison. Elle hoche la tête, comprenant parfaitement. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, dit-elle après un moment de silence. Quoi, ma chérie? Que le véritable amour n'emprisonne pas. Il ne contrôle pas. Il ne diminue pas. Le véritable amour libère. Il renforce. Il te fait grandir. Elle me serre la main. Comme ton amour pour moi. Des larmes silencieuses coulent sur mon visage. Il y a 5 ans, j'étais désespéré. Assise dans ma voiture, regardant ma fille à travers une fenêtre, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Aujourd'hui, elle est là, à mes côtés, libérée des chaînes invisibles qui la retenaient. Et je suis là, témoin du miracle de son rétablissement, sachant que peu importe l'obscurité de la nuit, il y a toujours une chance de recommencer quand l'aube se lève. Maman, dit Émilie, interrompant mes pensées. Oui. Merci de n'avoir jamais abandonné. Je l'embrasse doucement sur le front. C'est ce que font les mamans, ma chérie. Elles n'abandonnent jamais. Et alors que le soleil commence à se coucher à l'horizon, jetant des teintes dorées sur notre petit jardin et les gens que nous aimons, je sais que nous sommes enfin à la maison. Pas dans un lieu physique, mais dans cet espace sûr que nous avons créé l'une pour l'autre, où l'amour est authentique, le respect est mutuel et la liberté est valorisée par-dessus tout. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. La nôtre a failli en devenir une. Mais grâce au courage, à la persévérance et à l'amour véritable, celui qui respecte, qui renforce, qui libère, nous avons réussi à réécrire notre destin. Et c'est le message que nous partageons avec toutes les Émilie et les Elisabeth que nous rencontrons. Il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Il n'est jamais trop tard pour échapper aux ombres et marcher vers la lumière. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé sans voix. Oh, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici.